collègue Daniel Marie-Sainte. Donc, on a terminé tout à l'heure avec la question 51. Et donc, je lui propose d'entamer la série qui reste par le 52. Mais enfin, s'il veut donner la priorité à telle question ou telle autre pour le cas malheureux où on n'est pas le quorum à partir d'un certain moment, bon, c'est lui qui me dit. Mais pour l'instant, commençons par la question 52. Et puis, autant que possible, je te demande d'essayer de synthétiser parce qu'il y a encore les questions que devait présenter notre collègue Boutrin. Il semblerait qu'il vient d'arriver. Ah bon, il arrive. Il vient d'arriver à son bureau. Ah d'accord, bon. Bien, en tout cas, voilà. J'y vais, Président. Oui. Question 52, c'est passation d'une convention transactionnelle entre la collectivité de Martinique et la société EVA. Bien. Donc, il s'agit d'une convention transactionnelle, comme là, s'il y en a. La prestation a été réalisée au musée d'histoire et d'ethnographie 6 au boulevard Général de Gaulle. L'entreprise qui a réalisé les prestations, c'est l'entreprise EVA, et qui mettait des appareils liés aux eaux usées, si vous voulez. C'est une petite opération, mais malheureusement, au moment alors cette affaire remonte à 2014, 2015. Ça s'est poursuivi en 2016, avant que les services se rendent compte que la prestation n'était pas couverte par un contrat. Le contrat était terminé entre-temps. Et c'est pour un montant de 5 059 €. Nous avons eu un rapport des services qui prouve qu'effectivement, le sanitaire mobile dont il était question était installé là, avait été utilisé. Donc nous avons présenté la question devant la CAO qui a donné un avis favorable pour que soit demandé à l'Assemblée d'autoriser le président à signer une convention transactionnelle avec la société EVA pour un montant de 5 059,38 €. Voilà. Bien, collègues, je pense que c'est une affaire très simple. Est-ce qu'il y a une opposition à ça? Non. Abstention. Donc, adopté à l'unanimité, nous passons au 53 qui concerne une libération foncière dans le cadre d'une opération routière. C'est la commune de Rivière-Pilote. Très bien. Alors, je résume, Président. Vous savez, il y a eu le passage de l'ouragan Dorian, ou Dorian, suivant que l'on prononce en anglais ou en français. Et à cette occasion, ça s'est passé le 27 août, il y a un mois pile. La petite Rivière-Pilote s'est vue chargée d'eau, parce que la pluie s'était concentrée sur cette partie du territoire, 60 mm en une heure. Et il y avait une érosion déjà ancienne effectuée par cette rivière qui fait un coude au droit de la RN8 au quartier Concorde. Et malheureusement, il y a eu un effondrement de la route. La route s'est trouvée coupée. Le président Léo Marie-Jeanne, qui descendait de l'avion, s'est rendu immédiatement sur les lieux. Et nous avons convenu de deux choses. D'abord, de mettre en place une déviation par les quartiers, c'était assez long, mais également de construire une voie de déviation en attendant de pouvoir combler l'effondrement et reconstituer la RN8. Nous avons, avec l'assistance du maire de Rivière-Pilote, entamé des négociations avec le propriétaire riverain, qui se trouve être les consorts Bourdillon, c'est-à-dire les propriétaires de la distillerie Lamonie. Il y a donc voisin de cette route, à cet endroit, un champ de canne. Après une réunion tenue avec ses propriétaires, ils ont accepté, à titre gracieux, de mettre à notre disposition 835 mètres carrés, un peu moins de 1000 mètres carrés, pour pouvoir mettre une voie de déviation le temps que nous ayons. Constituer un dossier, parce que c'est un travaux près d'une rivière, constituer un dossier et demander l'autorisation toute la loi sur l'eau. Comme nous savons que cette procédure est malheureusement très longue et très compliquée, donc nous avons négocié avec le propriétaire qui nous permette d'occuper une partie de son terrain pendant 1 an à peu près. Nous avons eu un accord. D'ailleurs, vous avez, je crois, dans le dossier,
l'exemplaire de la convention où il a signé déjà, mais pour que le président Marie-Jeanne puisse signer, le président du conseil exécutif, il faut que l'Assemblée lui donne l'autorisation. Voilà, j'ai résumé de quoi il s'agit. Donc c'est une convention d'occupation temporaire d'une parcelle et notre engagement, c'est de rétablir les lieux dans leur état initial une fois que nous serons autorisés à reconstituer la RN8. Voilà. Alors, avis de la commission BTP. La Commission salue la réactivité et la célérité avec laquelle la CTM a rétabli la circulation sur cette voie. Il faut saluer le travail de nos services qui ont fait en sorte que les choses soient rétablies en quelques 13 jours seulement, ce qui est fort appréciable. Et puis aussi, comme je l'ai entendu dire, ce n'est pas parce que c'est à Pilote que nous avons été aussi vite, puisque je dois aussi saluer le chantier qui est ouvert à Grosse Roche sous la RD 18 entre Vauclin, François et Saint-Esprit, parce que là aussi, il y a eu une pétition des riverains au mois de mars, et aujourd'hui, le chantier est commencé. Cet énorme rocher qui bloquait et qui rendait difficile la circulation sur la RD 18 à cet endroit est en train d'être pétardé pour que l'on retrouve une facilité de circulation. Et d'ailleurs, les pétitionnaires, d'ailleurs celle qui a été l'instigatrice, m'a chargé de faire ces remerciements très vifs à la CTM. Voilà, donc avis favorable pour cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention là-dessus? Oui, collègue du VAG. Pas plus une intervention que remercier la CTM pour avoir travaillé à Rivière-Pilote et permettre aux gens, j'ai entendu les gens dire, on n'a plus un grand détour à faire. Moi, je trouve ça très bien. On n'est pas forcé de chercher quelle est la responsabilité. Il y a des gens qui passent et c'est bien de l'avoir fait. Je suis absolument d'accord avec Léon aussi pour le Vauclin. Mais on a un Châteauboeuf. Parfait. Est-ce qu'on peut passer? Oui, collègue Clem Bertolo. Alors, sans que ce ne soit de la surenchère, mais je pense qu'il faut vraiment dire un rouleau bravo à la CTM sur ce point, parce qu'effectivement, cette RN8 est quand même un axe important pour le Sud, et donc débloquer cet axe, ça a permis que les bus, et notamment les scolaires, puissent arriver de manière beaucoup plus sereine dans leur collège, lycée. Et donc, vraiment, il fallait reconnaître la célérité des équipes. Donc, je demande aux conseillers de l'exécutif de remercier toute l'équipe qui a travaillé rapidement et avec, je vais dire, du sérieux et du professionnalisme. Et je voudrais également dire que ça n'est pas seulement une réparation qui serait faite de manière temporaire, parce qu'on sait qu'avec la loi sur l'eau, et je demande un petit peu au conseil exécutif, sans être trop long, parce qu'il ne faut pas que nous restions trop longtemps, mais dire quelles sont les difficultés que nous allons rencontrer sur le travail, les interventions qu'il y aura à faire sur la rivière Pilote concernant la remise en état de la RN8. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la population pilotine qui m'a demandé de porter mes remerciements auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Merci. Merci. Oui, collègue Adnet. Je m'associe au remerciement de la collègue et j'approuve totalement ses propos. D'accord, oui. Je peux faire un commentaire, Président? Bien sûr. Bien. C'est l'occasion pour moi de porter une information. Ah, attendez, il y a un conseiller qui va intervenir avant moi. Ah, collègue Angon. Je n'interviens pas souvent, mais juste pour remercier aussi l'exécutif et ses services pour avoir commencé les travaux à Oshkari, M. Marissette. Ça fait un moment qu'on attendait ce mur. Enfin, le travail a commencé ce matin. Alors. Et je profite aussi pour remercier tout ce que vous avez fait sur le Mont Pito, la passerelle sur la rivière
Caleçon, les trottoirs que vous avez construits et aussi le mur de soutènement au niveau de l'entrée de Rivière Caleçon aussi. Merci pour tous ces travaux et bravo à vous. Bien, Vas-y. je vous remercie. Je croule sur le poids des remerciements. C'est l'occasion pour moi de vous porter une information. À l'occasion de ce dossier, Dorian est passé tout juste une journée. Nous avions mis en place d'ailleurs un PC de sécurité qui s'appelle PIST. C'est le plan d'intervention des services techniques. Et nos agents se sont mis au travail dès 3 heures du matin, le dimanche. Et nous avons suivi pendant toute la journée de lundi. Et dès qu'il y a eu un embelli, ils sont allés débarrer toutes les routes. Nous avons ensuite évalué, nous avons eu pour 1,2 million de dégâts, à peu près 1,1 million pour la partie route et bord de rivière, et puis 100 000 pour la partie bâtiment. Il y a moins de dégâts sur les bâtiments. Nous avons donné comme consigne de rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Quand vous remerciez, il faut particulièrement féliciter nos agents qui étaient en service d'astreinte. Nous avions 112 agents, une partie au PC de piste avec nous à l'immeuble Concorde et une partie répartie sur le territoire à qui nous avons donné des instructions de sortir lorsque nous sommes repassés en vigilance, combien jaune? Jaune, au moment où ils pouvaient aller sur les routes. Donc les 2 points durs que nous avions eus, c'est Rivière Pilote, RN8, et puis la RN5, la plaine de Rivière-Salée. Et nous avons dû attendre la baisse des eaux à Rivière-Salée parce qu'il y avait une conjonction entre la pluie et la marée haute dans la plaine de Génipa. Comme on m'a demandé de porter quelques précisions, à Rivière-Pilote, la RN8 s'est effondrée en 2 endroits. Concorde, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, et un peu plus bas, Faubourg Gelcher, on m'a dit que ça s'appelle aussi quartier Chevalier, où là encore, c'est la petite Rivière-Pilote qui a travaillé, qui a sous-cavé la route. Il faut y avoir une cave en dessous de la route. Il y a un effondrement. Alors, je veux féliciter nos services parce que j'ai personnellement pris un engagement devant les pilotins par le canal de leur maire qu'on rétablissait en 2 semaines. Et ça a été rétabli en 2 semaines. Mais il faut féliciter les entreprises. Il y a 2 entreprises, l'entreprise Zozim de Rivière-Salée, originaire de Rivière-Pilote, mais il est basé à Rivière-Salée actuellement, et l'entreprise Colas, et qui a fait un travail pour la voie, et la voie était calculée pour supporter dans les 2 sens, y compris des poids lourds, parce qu'il y a des véhicules qui descendent la distillerie, qui vont transporter des cannes, etc. On a quand même fait un travail solide, même si on sait qu'au bout d'1 an, on va devoir peut-être le démonter lorsque nous aurons l'autorisation de la loi sur l'eau. Alors la collègue m'a demandé de préciser pour les élus les difficultés que nous rencontrons avec le service de l'ADEAL, un service un peu indépendant dans l'État, c'est un service de la police de l'eau. Dès que vous travaillez aux abords d'une rivière ou au bord de mer, vous devez déposer des dossiers au titre de cette loi sur l'eau et je vous garantis que c'est compliqué et complexe. Pour monter ces dossiers, à chaque fois, nous prenons des bureaux d'études spécialisés qui nous garantissent, qui nous donnent un dossier de la loi sur l'eau complet. Mais à chaque fois que les dossiers sont déposés, il manque toujours, soi-disant, des pièces. On n'a pas évalué la faune et la flore. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les écrevisses, pour les petits poissons, etc., etc. C'est très compliqué. Vous connaissez actuellement le problème de l'environnement. Mon directeur général adjoint, chargé de l'infrastructure, passe son temps en réunion avec les services de l'ADEAL pour satisfaire à tous les besoins et c'est des frais d'études complètement. Alors donc, nous prenons les précautions pour Rivière-Pilote, nous leur donnons 1 an. Pour le port, la dragage du port du Vauclin, nous n'avons pas encore l'autorisation. Les pêcheurs se sont mobilisés, ils ont pu arracher, à la force de leur poignet, une autorisation provisoire pour enlever 30 mètres cubes. Il paraît qu'actuellement, il y a des gens qui mesurent pour voir s'ils n'ont pas enlevé plus que 30 000 mètres cubes debout. Hein? Bon. Et nous n'avons pas encore l'autorisation pour faire du dragage définitif au Vauclin. Il faut que vous le sachiez. Des notes complémentaires vont être données. Nous avons écrit au maire parce que, paraît-il, la zone où on doit entreposer la boue n'était pas inscrite dans le PLU. Donc voilà tout un problème réglementaire. Nous avons le même problème à la rivière des Pères, à Saint-Pierre, où nous devons mettre un pont provisoire. Il se trouve que 2 fois par an, en moyenne,
la rivière déborde et couvre un gué submersible qui a été construit depuis très longtemps. La liaison routière est interrompue entre Prêcheur et Saint-Pierre. Pour essayer d'éviter ça, nos services ont étudié un système que j'ai exposé ici, que le budget permet de faire, que c'est 1,4 million. Mais il se trouve que le maire trouve qu'on méprise Saint-Pierre en mettant un pont provisoire avec un viaduc que nous avons déjà, que nous avons trouvé dans les stocks du Conseil général. Il veut un grand pont. Nous avons fait chiffrer, c'est 14 millions pour le pont, 10 fois plus cher. Nous ne sommes pas encore en mesure de le faire. On voulait mettre un pont provisoire. Pour cela, il nous faut l'autorisation de l'ADL. Nous ne l'avons pas encore. 1 an et demi que le dossier est déposé, il faut encore des pièces complémentaires. Le propriétaire foncier qui est à côté, qui appartient au groupe Ayotte, qui est un centre de préfabrication de béton, nous a donné son accord pour qu'il y ait une rampe. Donc nous avions 2 obstacles à franchir. L'accord du propriétaire voisin, nous l'avons eu. Mais nous attendons l'ADL, mais nous avons l'hostilité de la municipalité. C'est son affaire. Voilà les points. Et puis, on me permet de passer cette information. Vous avez vu dernièrement, il y a une action de communication concernant le golf. Nous avons une volonté politique de remettre le golf en état. C'est un golf qui était de niveau international. Actuellement, il est vieux, il s'est dégradé, il faut le rénover. Il y a pour 10 millions de travaux. Nous avons déjà attribué à certaines entreprises, mais nous devons commencer par le dossier de l'irrigation. Il faut des retenues d'eau et ensuite le réseau d'irrigation. Là aussi, nous n'avons pas encore, malgré que c'est déposé pour la première fois depuis 2016, nous n'avons pas encore obtenu en 2019 l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Voilà donc l'expérience qui me montre qu'il fallait prendre la précaution rivière pilote pour 1 an. Merci. Voilà, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire. Alors maintenant, excusez-moi parce que le collègue a fait une petite pointe, mais je vais profiter. Il dit quand est-ce la RN9 ? Nous avons, alors la RN9, l'échangeur de la Pointe des Sables, c'est là qu'il y a eu un effondrement. Le 26 août 2018, on nous a signalé qu'il y avait des fissures apparues au niveau de la RN9 dans la partie de la voie, c'est la voie à 2 fois 2 voies, qui sort de Dillon, qui sort du port et qui arrive sur le pont de Châteauboeuf et qui permet de rejoindre l'autoroute ou d'aller à la Ménard. La voie qui est au sud, 2 voies, s'est fissurée, s'est effondrée. Le glissement s'est fait progressivement jusqu'à atteindre 35 cm. Nous avons analysé, fait des expertises. Nous avons découvert, avec l'appui d'un bureau d'études géotechniques, que ce qui avait déclenché le glissement, c'est une poche d'eau qui s'était accumulée au cours des ans. Cette eau, nous avons fait analyser, c'est de l'eau chlorée. Il n'existe pas d'eau naturelle chlorée. Le chlore, c'est une substance qu'on ajoute à l'eau pour le traiter. Donc, c'est de l'eau qui est issue d'une canalisation d'eau potable. Nous avons pu identifier 3 fuites sur le réseau d'Odyssey. Et à chaque fois, Odyssey a colmaté les fuites, mais ça continue à couler au rythme de 200 litres par heure. Écoutez bien, 200 litres par heure, donc il y a encore des fuites que Odyssey cherche, que l'on peut retrouver, et c'est ça qui est la cause du déclenchement du glissement. Une fois que le glissement s'est stabilisé, nous avons commencé à construire une paroi clouée. Vous ne le voyez pas là, passer au point de la route, mais si vous, élus, vous voulez aller voir, rentrez à Rivière-Roche, entrez en dessous, et vous verrez une équipe d'une entreprise qui s'appelle Canessa, qui est en train de construire un long mur il y a 2 niveaux, parce qu'il y a des redans, de 80 mètres de long, et chacun des redans a 6 mètres de haut, 300 clous de 35 mètres, ce sont des clous de 4 mm de diamètre, et on est en train de forer en dessous pour arrêter le glissement, faire une paroi clouée. La paroi clouée n'est pas loin d'achevée. Ensuite, nous allons passer à la reconstitution de la voie. Et nous espérons qu'avant la fin du mois de décembre, nous allons réouvrir cette route à 2 fois 2 voies. Voilà l'information que vous faire passer. Je dois à la vérité vous dire qu'ayant identifié l'origine, nous avons saisi un avocat qui est en train de constituer un dossier et il y aura des mises en cause. Le tribunal dira qui est responsable de ce glissement qui va nous coûter au bas mot entre 5 et 6 millions d'euros les travaux que nous aurons réparés, que nous aurons à refaire, que nous sommes déjà en train de refaire. Voilà. Collègue, tu as demandé quand la RN9, je vais te donner l'information. Voilà.
Très bien. Collègues, restons sur le sujet, sur la question 53. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention, donc adopté à l'unanimité. Le vote est acquis. Alors, nous passons au 54. Il s'agit d'une demande de subvention formulée par l'association Géomartinique pour la mise en œuvre de son programme d'action 2019. Alors, je résume, Président. Géomartinique, c'est quoi? C'est une association qui regroupe une série d'institutions, dont la CTM, l'université et d'autres institutions dont vous avez la liste dans le dossier. La présidence de cette association est assurée par un élu de la CTM, en l'occurrence un conseiller exécutif. Et il est prévu donc que les différents partenaires portent des contributions pour permettre à cette association de fonctionner. Elle est utile parce que c'est un lieu où on partage et on regroupe toutes les informations géomatiques. Et ce n'est pas au président Lise que je vais rappeler que le Conseil général avait constitué le RIGMA, ça s'appelait le SIGMA, c'est devenu le RIGMA. Donc la CTM actuellement est en possession d'une série de données qui sont partagées avec d'autres institutions, de manière que toutes ces institutions puissent disposer de toutes les données sur notre territoire, les données géographiques qui ont été évidemment numérisées, informatisées, etc. Et c'est donc une association de coordination, évidemment qui a, comme toutes les associations, besoin d'un budget de fonctionnement. Donc la contribution, la part de la CTM, c'est 70 000 € qui vous est proposé, étant entendu que l'État, puisqu'il y a des associations liées à l'État, des institutions liées à l'État, l'État apporte 43 000 €. D'autres associations portent leurs cotisations à hauteur de 4 700 €. Et puis il y a des investissements, des subventions d'investissement qu'ils pensent avoir, que la géomatique doit savoir, pour 3 141,37 €. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 70 000 € à Géomatique pour son programme d'action pour cette année. Voilà, collègues, la commission BTP, je suppose. Oui, juste l'occasion de dire que la commission a donné un avis favorable, étant donné que qu'il faut souligner que c'est un secteur où nous sommes en pointe, puisque Géomartinique permet à beaucoup de partenaires, grâce aux informations qu'ils fournissent, de pouvoir avoir une cartographie très fine du territoire martiniquais, et ça c'est aussi bien pour les biotopes et aussi pour les entreprises de construction. Donc, avis favorable pour cet outil de pointe auquel nous contribuons. Commission des finances. Pour les mêmes raisons, la commission des finances a émis un avis favorable. Parfait. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je pense que c'est c'est un élément, Sigma était un élément de fierté de l'ex-conseil général, de ses services techniques. Je pense que c'est RIGMA. Maintenant, c'est devenu RIGMA et nous enrichissons à chaque fois. Doit être un élément de fierté pour nos services techniques de la CTM. Et ce partenariat me semble quelque chose qui ne fait qu'enrichir encore ce pôle vraiment d'excellence que nous avions. Oui, collègue Narciso. Président, c'est juste une petite correction. Dans l'exposé des motifs, dans la partie demande de subvention, il y a simplement une non-concordance entre le montant en chiffres et le montant en lettres. On a les 70 000 en chiffres, mais à côté, c'est 50 000. Donc, juste une correction à apporter dans l'exposé des motifs. C'est bien 70 000. Oui, c'est bien 70 000. Le montant en lettres, entre parenthèses, c'est porté 50 000. Donc, dans le projet de délibération, il est bien le projet de délibération, parce qu'en fait, ce qu'on vote, c'est la délibération, oui. Il est bien marqué 70 000. 70 000, voilà. Dans le projet de délib. Peut-être qu'il y a une coquille dans le rapport. Voilà, à corriger. Donc, y a-t-il des collègues contre? Je ne pense pas. Abstention, donc adopté à l'unanimité. Donc, la dernière question qui nous sera présentée par le conseil exécutif Daniel Marie-Sainte, c'est la question 55, question traditionnelle, compte rendu de l'exercice de la délégation du président du conseil exécutif en matière de marché public et d'accord cadre.
Merci, Président. Mais si je me permets une petite observation en complément de ce que tu as dit, c'est non seulement un motif de fierté, mais c'est très, très, très utile pour tous les projets que nous faisons de pouvoir disposer d'une banque de données qui nous donne l'état des lieux, l'état des terrains, etc. Et en plus, lors de la réunion du PC de crise, nous avions à notre disposition des informations sur l'état des dégâts, simplement en consultant les écrans de nos ordinateurs. Nous connaissions le niveau des marées, nous connaissions là où il y avait des inondations. Donc j'ai découvert moi cet outil. Alors nous essayons de le développer puisque vous savez il y a des progrès de la technologie. Et hier en commission d'appel d'offres, je parle sous le contrôle de ceux qui sont vraiment avec nous, nous avons encore choisi des prestataires pour nous donner de nouveaux logiciels pour améliorer encore le système. Bien. Donc ça mérite d'être connu si les collègues qui peuvent aller visiter, ça se trouve à l'immeuble Concorde, ça vaut le coup, vous seriez émerveillés de voir toutes les possibilités techniques qui sont mises à disposition de nos techniciens et de nos partenaires. Si tu permets, je peux rappeler, ceux qui étaient au Conseil général savent, un collègue Cléon, entre autres, ça a été visité par des tas de pays voisins, y compris de grands pays qui sont venus, et même il y a eu des visites depuis l'Hexagone également. Je me rappelle qu'on a même Ségolène Royal qui est venu à Concorde visiter ça. Là, on était très, très, très en pointe, donc je pense qu'on l'est encore plus maintenant avec ce que tu as pu. Vous verrez d'ailleurs dans un dossier ajouter. qui sera présenté par le collègue Boutrin que nous sommes même de fournisseurs de données à des services de l'État. Voilà. Bien. Ouais. Alors, Voilà, donc je vais présenter le compte rendu. Alors vous allez voir, collègues, que ce dossier va s'épaissir plénière après plénière. Je remercie les collègues qui ont cité quelques chantiers. Nous avons démarré à la RD 28 au haut de Rochecarré, suite à des dégâts d'avril 2019. C'était très attendu par la population, parce que cette route qui suit la crête, qui relie Rochecarré et le Lamentin au Robert, était devenue très dangereuse. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai donné des instructions, que je suis chargé de faire le compte rendu devant vous, pour que le dossier soit le plus complet possible, le plus transparent possible. Et vous avez toutes les prestations qui ont fait l'objet d'achat, soit sous forme de bons de commande, le plus simple, soit sous forme d'accord cadre, soit sous forme de marché non formalisé, soit sous forme de marché formalisé, présenté devant la commission d'appel d'offres. Nous n'avons rien caché, c'est toute la transparence. Maintenant, ça fait beaucoup, mais vous pourrez nous poser des questions. Soit j'ai les réponses tout de suite, ou soit vous me permettrez de les rechercher s'il vous faut plus de détails pour vous les donner à la plénière suivante. Mais retenez en tout cas qu'il y a eu 58 marchés sur la période concernée, c'est-à-dire du 1er janvier 2019 au 30 août 2019, 58 marchés à procédure adaptée pour un montant total de 2 872 672,52 € 57, 84 marchés à procédure formalisée, donc passant devant la commission d'appel d'offres, 7 856 342,56, et puis 75 accords cadres. Évidemment, nous ne connaissons pas les montants, puisque ces accords cadres font l'objet, dans leur exécution, d'émissions de bons au fur et à mesure. Et dans la période, toujours la période concernée, il y a eu 967 bons qui ont été signés pour un montant total de 2 555 045,75 des bons hors marché formalisés, 3 565 bons de commande liés à des accords cadres pour des fournitures ou des travaux, pour un montant total de 146 669 870,05 €. Le total, donc, des commandes passées, donc l'injection dans l'économie pour la commande publique, du 1er janvier 2019 au 30 août 2019, s'élève à 159 953 931,05
€23. Voilà, Président, je me tiens à la disposition des collègues s'ils veulent d'autres précisions. Voilà, y a-t-il des questions? Collègue Lordino. Merci, Monsieur le Président. Lorsque vous dirigez une entreprise, petite ou grosse, vous avez un souci permanent de sa trésorerie. Permanent. D'abord parce que dans notre pays, il y a une forte dépendance à la commande publique. Et puis, il y a aussi un secteur bancaire qui ne joue pas son rôle. En tout cas, concernant les petites entreprises, comme celle que j'ai l'honneur de diriger. Donc, c'est l'entrepreneur qui va s'adresser ici à vous, collègues, et à l'opinion, et en même temps le vice-président de l'Assemblée, qui n'est pas en conflit d'intérêts avec la collectivité territoriale de Martinique. Donc, je m'exprimerai en mon nom, mais au nom de très nombreux entrepreneurs de Martinique qui aujourd'hui disent que les délais de paiement de la collectivité territoriale de Martinique sont trop longs. Donc, la question est très claire, elle est simple. Au-delà de toutes les pressions que tel ou tel pourrait faire sur des entreprises, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la tête d'une collectivité qui passe des marchés publics. Je le répète, au-delà des pressions que tel ou tel pourrait faire sur des entrepreneurs, parce qu'ils sont ces personnes, elles sont ces personnes à la tête de la collectivité, il y a une réalité que je me dois de transmettre parce que je traduis les remontées de plusieurs entreprises martiniquaises. Je ne suis pas membre non plus de la commission d'appel d'offres et je ne fais que constater le résultat. Ce n'est pas votre serviteur ni moi qui fait que la société Colas obtient sur ces 182 millions, 11 millions d'euros de marché public. Ce n'est pas de mon fait. Moi, je constate, je suis là pour regarder les chiffres. Sur les chiffres obtenus par les grands groupes français, notamment le groupe Vinci ici et ses filiales, chacun appréciera. Et j'espère que les chiffres seront diffusés très largement. En tout cas, je m'en assurerai auprès de la communauté des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, la commande publique va mal en Martinique. Les 3 gros chantiers principaux du pays sont en train de se terminer, en tout cas, même s'il y a des problèmes sur l'aéroport, qui est le gros chantier avec le lycée Schellcher, et le 3e, c'est l'hôtel de police. Il faut donc trouver des relais pour permettre aux entreprises du BTP de travailler. Mais il faut assurer leur survie, parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est l'hécatombe. Et j'espère bien que la collectivité mettra, je l'ai dit hier, en place un numéro vert, une plateforme, un espace de dialogue avec les entreprises martiniquaises du BTP pour voir quels sont leurs problèmes. C'est dommage que la collègue Marinette Torpille ne soit pas là, notamment les relations avec BPI France et tout ce qui concerne l'escompte des factures des entreprises martiniquaises, les cessions des factures. Je ne vais pas entrer dans un truc très technique, vous êtes pressés, mais il faut le dire parce que j'ai été chargé de vous le dire par plusieurs entrepreneurs. Aujourd'hui, BPI France, banque qui gère des crédits de la CTM, refuse des cessions sur les créances détenues par des entreprises martiniquaises sur la CTM, notamment par le système informatique Chorus Pro. Et j'en appelle au président de l'exécutif pour lui demander de voir avec la direction de BPI comment on peut régler cette question technique pour le crédit des entreprises martiniquaises. BPI France refuse d'escompter, c'est-à-dire d'avancer de l'argent aux entreprises martiniquaises qui ont déposé des factures sur le système informatique de la CTM. Ce n'est pas normal, puisque ça se passe différemment en Guadeloupe. Aujourd'hui, cette banque demande aux entreprises de faire un gage espèce. C'est de la trésorerie de l'entreprise qui est mobilisée, alors qu'on nous dit que les taux d'intérêt sont négatifs. Je demande aux collègues responsables des finances et à la collègue responsable des entreprises, peut-être aux collègues qui n'est pas la présidente de la commission des affaires économiques, de rencontrer les banquiers pour qu'il y ait aujourd'hui une plus grande fluidité et que le financement des entreprises soit assuré. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose concerne les délais de paiement de la collectivité. Aujourd'hui,
et j'ai lu ce matin une note du PCE, je ne l'ai pas inventée, j'espère qu'elle ne signifie pas que les délais de paiement sur les travaux déjà exécutés vont s'allonger. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura une attention particulière accordée aux entreprises qui détiennent des créances sur cette collectivité. C'est environ 80 millions d'euros. J'ai regardé le document pendant plusieurs heures. Sur les 159 millions d'euros, j'ai vu de commandes. Il y a environ 1000 emplois qui sont en jeu. Et ces entreprises, elles, aujourd'hui, elles attendent le paiement, en tout cas, de leurs factures. C'est clair. Et je ne vais pas faire de la polémique ici. Je ne vais pas faire de la polémique. Mais vous savez, comme moi-même, que des chantiers de la collectivité sont actuellement arrêtés parce que des entreprises disent on ne peut plus continuer à servir de banquier à la collectivité. Parce que lorsqu'une collectivité ne paie pas ses factures dans les délais impartis, c'est la petite entreprise ou la grosse qui sert de banquier. C'est ce qu'on appelle le crédit fournisseur pour la collectivité. Donc aujourd'hui, la collectivité ne fait pas d'emprunt, mais elle dit aux entreprises qui travaillent pour elle, maintenant, financez notre activité. Cela n'est pas possible, très chers collègues. Ce n'est pas possible. Et je tiens à vous le dire, je le répète ce matin, il est urgentissime que l'emprunt qui est prévu dans le budget que vous avez adopté soit mobilisé pour payer les travaux d'investissement. Il est urgentissime de le faire. Parce que cette situation conduit à la déstructuration de tout un pan d'activité et d'entreprise en Martinique. Vous pouvez le vérifier. Chaque Martiniquais a un parent qui travaille dans le secteur du BTP et qui est concerné. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas encore mes propos pour des attaques contre vous. Prenez simplement mon intervention comme un appel qui est lancé par les entrepreneurs martiniquais pour obtenir le délai pour la survie, le délai de paiement pour la survie des entreprises. Et je vous fais cette proposition, je vous la refais. Pourquoi ne pas décider de voter au sein du budget, dans une décision modificative, un montant qui sera consacré au paiement immédiat des intérêts moratoires sans qu'on ait à le demander. Pourquoi ne pas le faire? C'est possible. Il suffit simplement d'inscrire cette somme et la somme sera prélevée par le payeur, ce qui va aussi peut-être pousser à une meilleure réactivité pour payer dans de meilleurs délais. Parce qu'il faut trouver des solutions. On ne peut pas reprocher aux entreprises martiniquaises toutes sortes de choses, leur demander d'être à jour de leurs cotisations sociales, leur dire de faire des actions d'insertion, de prendre des jeunes, de participer aux activités publiques, à la cohésion sociale, et puis ne pas faire le minimum pour qu'elles soient payées. Donc, la question que je vous pose, pouvons-nous avoir aujourd'hui la garantie que les paiements seront accélérés pendant les 3 mois qui viennent? C'est ça ma question. Et il serait bon que nous ayons une transparence sur les activités de mandatement. Maintenant, bon, on le fait ou on ne le fait pas. Moi, je n'ai pas à juger. C'est une proposition. C'est une proposition que je fais, je le répète, qui va permettre de dire, au rythme de l'emprunt mobilisé, au rythme des recettes que nous avons, voilà ce que nous proposons pour tenter de trouver des solutions pour payer nos factures, très simplement. Donc, c'est ça ma seule réflexion. Chacun a le document en main. Tout ce que je dis, il peut le vérifier. Simplement, il me semble aujourd'hui urgentissime que vous, dirigeants de cette collectivité, vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Merci. Collègue Charpentier-Titi. Oui, merci, Président. En fait, c'est une question que j'avais déjà posée ce matin
alors que le conseiller exécutif Miguel Laventure était présent, présentait ses dossiers, et il m'avait renvoyé très justement au conseiller exécutif chargé des infrastructures et autres. La question que je posais, c'était en termes de délai de paiement des entreprises. Est-ce qu'il y a eu un progrès depuis 2016? C'est-à-dire, quelle est l'évolution? Ça, c'est une première chose. Et puis, est-ce qu'il y a une étude pour voir comment encore raccourcir ces délais de paiement? Voilà. Merci. Bien, donc je propose... Oui, collègue Valentin. Oui, merci Président. Juste pour savoir, dans le dossier, il est question de frais de gardiennage de l'ex-hôpital Victor Fouch. Je voudrais savoir en fait, Victor Fouch. Victor Fouch. Victor Fouch. L'ex-maternité. L'ex-maternité. Et donc je voudrais savoir quel est l'usage de ce bâtiment, est-il en fonction? C'est tout. Donc, je propose que tu répondes aux questions. Merci. En fait, je remercie le collègue pour sa franchise. Il a bien dit qu'il s'exprimait en chef d'entreprise. Et puis après, il a ajouté comme aussi vice-président de l'Assemblée. Il a parlé de conflit d'intérêts. Il faisait allusion à une conversation que nous avions eue en privé au restaurant. La question, c'est de savoir d'où il parle. Quelle position? Oui, il parle. Il dit que c'est au nom de la communauté des chefs d'entreprise qu'il aurait chargé de porter ce message. Je vais dire un certain nombre de choses, calmement. Et je vais commencer par la question du collègue Charpentier-Titi concernant les délais de paiement. Vous savez, nous sommes obligés, lorsque nous rendons compte, au moment du compte administratif, de donner un certain nombre d'indicateurs. Et cet indicateur vous avait été donné lorsqu'on rendait compte de 2017. Il vous sera donné, puisque ce sera calculé par les services financiers, pour vous donner le délai moyen. Il n'est pas encore satisfaisant, parce que le législateur dispose que c'est 30 jours après qu'on ait reconnu que la facture déposée est conforme à ce qui a été fait, on doit certifier le service fait ou les travaux exécutés. Ensuite, le service doit établir le mandatement, 20 jours pour cela, et ensuite le payeur à 10 jours. Au global, 30. La loi dispose, mon cher collègue, que les intérêts moratoires sont dus sans qu'on ait à le demander. J'apprends ça à l'entrepreneur, c'est marqué dans le code de la commande publique. Je répète ça d'ailleurs à tous les collaborateurs. Et personnellement, on va dire que j'exerce des pressions, mais je rappelle en permanence l'urgence qu'il y a à aller jusqu'au mandatement, puisque c'est ça qui incombe à la collectivité, pour transmettre ensuite les mandats à la pairie. Il est exact que lorsque cette liasse de mandats arrive à la pairie, qu'à des moments donnés, parce que c'est fluctuant la trésorerie, puisque la trésorerie, c'est le résultat à la fois d'argent qui sort pour payer et d'argent qui arrive, soit en fonction des dotations, soit les recettes des taxes perçues pour d'autres comptes par les services de l'État, comme l'octroi de mer, et j'apprends d'ailleurs que le montant qui verse, après une expertise, il semblerait qu'il ne nous verse pas la totalité de ce que nous aurions dû recevoir. Il y a d'ailleurs un courrier qui a été adressé aux représentants de l'État pour que ce point soit clarifié. Donc, l'argent arrive suivant un certain rythme. Et il arrive que ponctuellement, la trésorerie disponible à un instant T soit inférieure au montant de mandats qui sont en instance.
le président du conseil exécutif, au nom duquel je m'exprime là, effectivement, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous a lu de manière très solennelle une note à l'intention des conseillers exécutifs pour faire des recommandations. Donc c'était une note interne au conseil exécutif pour faire des recommandations après qu'il nous ait décrit la situation tendue de la trésorerie. La stratégie, je m'appuie sur ma mémoire, puisque la note, nous l'avons entendue, nous n'avons pas eu en main, bon, il y en a qui l'ont en main, tant mieux. Quelle était la stratégie? Quelle était la stratégie qui nous a été préconisée? D'abord, nous avons, dans les projets que nous menons nous-mêmes, des projets qui sont cofinancés. Si nous voulons que les financements rentrent, vous connaissez la règle, il faut que nous soyons en mesure d'exécuter le projet et de faire des remontées de factures acquittées. C'est ce qu'on appelle les remontées de dépenses. Vous avez bien compris, quand c'est des remontées de dépenses, c'est des dépenses payées. Ces remontées de dépenses génèrent soit des fonds européens, des retours qui vont nous servir à réalimenter la trésorerie, ou bien parfois, quand c'est des subventions de l'État, ça permet d'avoir les versements. Donc voilà la stratégie financière qui est mise en place. J'ai reçu comme directive, évidemment que j'ai répercuté sur les collaborateurs, de faire foncer les chantiers qui ont bénéficié de fonds, soit de l'État, soit des fonds européens, de payer ces factures parce que ça va générer des ressources en retour qui nous permettra de désintéresser tous nos autres créanciers qui ont travaillé sur des projets qui n'étaient financés que par des fonds propres. Cela donc la stratégie. Également, on nous a demandé, dans les propositions que nous faisons pour les subventions données à des tiers, de bien les hiérarchiser pour que nous ne prenions pas des engagements que nous ne saurons réaliser dans l'année, parce qu'il faut bien regarder si les crédits de paiement dans le budget existent, ou bien si ce sont des opérations qui vont faire l'objet de justificatifs dans l'année suivante. Donc une partie peut être engagée en autorisation de programme. Je parle un peu technique, parce que j'ai vu qu'on a caricaturé l'idée du président lorsqu'il disait de regarder bien les projets, quels sont ceux pour lesquels on va pouvoir payer dans l'année en cours, pour ça qu'il faut des crédits de paiement inscrits, et ceux qui pourront être payés dans l'année suivante, ce sont ces projets-là que l'on engage en autorisation de programme, en planifiant financièrement ce qui est payé dans l'année en cours, ça correspond à la tranche crédit de paiement, et puis, en particulier, lorsqu'on donne une subvention à une commune, il y a un premier acompte qui est versé à la signature de la convention. On lui donne même une avance de trésorerie. Mais on sait que les remontées de dépenses sont longues, donc on inscrit l'autorisation de programme le reste. Et que l'on va décliner en crédit de paiement au fur et à mesure que telle commune ou tel autre partenaire va faire remonter des dépenses. Bien. Voilà ce que le président a décrit. Maintenant, il y a des dossiers pour lesquels les avis défavorables ont été admis par les services. Ce qui nous a préconisé, c'est de dire, plutôt de faire attendre inutilement celui qui a demandé la subvention, s'il est avéré, par exemple, que c'est inéligible à des fonds européens, il faut vite dire ça aux partenaires, au lieu là qu'il est en train d'attendre, comme ceux qui attendaient le Messie, alors que ce n'est pas éligible. C'est ce que signifie la note. Lorsque l'avis est défavorable, on inscrit et on fait passer, de manière à apporter une réponse à celui qui attend. Donc j'essaie de clarifier ce qu'on a caricaturé et qui a laissé entendre qu'il y avait des informations cachées. Donc je pense qu'en tant que porte-parole du Conseil exécutif, c'est mon devoir d'expliquer les décisions qui sont prises au Conseil exécutif. Maintenant, je reviens à ce que le collègue dit ne pas être une polémique, mais le ton et le verbe haut qu'il utilise, ça en paraissait. Les entreprises reçoivent des marchés, suivis de bons de commande, dans lesquels il y a un délai. Comme son entreprise, qui a eu le marché pour mettre les enseignes. Je suis beaucoup critiqué par certains de mes collègues qui s'étonnent que sur tel ou tel immeuble de la CTM, on n'a pas encore enlevé les anciennes enseignes Conseil général, Conseil régional, pour mettre l'ancienne de la CTM.
J'ai pu faire enlever les anciennes, mais je ne suis pas encore en mesure de mettre les nouvelles, parce que les nouvelles doivent être préparées, construites, élaborées et posées par cette fameuse entreprise qui tarde à fournir. Et j'ai dit que j'allais faire calmement des révélations. Ce collègue-là est allé faire pression sur le directeur de l'achat public, agent de la CTM, pour tenter de lui faire admettre qu'il fallait, dans le marché qui a été approuvé, attribué par la commission d'appel d'offres, avec un bordereau de prix unitaires précis, c'est un accord cadre. Les prix unitaires, c'est des prix contractuels. C'est ceux qui ont été validés par la commission que nous appliquons. Et il a voulu faire entrer des prix nouveaux sous prétexte que son entreprise se serait trompée dans les premiers documents. Ceci est illégal. C'est impossible de le faire. Nous nous sommes refusés à le faire, mais néanmoins, nous avons honoré notre contrat en lui remettant des bons de commande et nous attendons la livraison de ces enseignes. Alors, quand par contre une entreprise livre en temps et en heure et que nos services sont en mesure de certifier service fait, les mandats sont établis. Et je parle sous le contrôle du DGS, que j'embête beaucoup sur ce point-là. Dès lors que je suis informé que les mandats sont faits, et qu'en plus, nous sommes informés de la situation de telle ou telle entreprise. Alors, quand il s'agit de nos chantiers générateurs de fonds européens, comme le lycée Schellcher, le centre où nous devons héberger la cité scolaire La Gosilière, à Lange-Charpentier, à Sainte-Marie, ou bien l'irrigation de nouvelles cités à Rivière-Salée, ou quel autre chantier qui bénéficie de fonds européens, nous estimons, pour appliquer la directive du président Marie-Jeanne, qu'il faut donner une priorité à ces paiements. Donc en permanence, je communique les données au directeur général qui interpelle le payeur pour lui dire, bon, dans la trésorerie qu'on a aujourd'hui, voilà l'ordre de priorité qu'il faut donner. Ça fonctionne. Deuxième cas de figure, nous avons des remontées du terrain par nos collaborateurs, que telle ou telle entreprise est en grande difficulté, voire en redressement judiciaire. D'abord, je m'assure de savoir est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine. On me dit souvent, et presque dans tous les cas, cette entreprise est en redressement judiciaire parce que d'autres créanciers ne lui ont pas encore versé de l'argent alors qu'il a fait des débours. Et ils se tournent vers nous pour dire est-ce que vous pouvez débloquer. Parfois, il n'y a pas encore 30 jours que c'est déposé. Néanmoins, informé de cette situation, j'envoie un mail au directeur général. En général, il me répond très vite. Et c'est suivi des faits, évidemment à condition que les mandats aient été correctement rédigés, qu'on a visé bien le bon article, le bon chapitre, parce que malheureusement, parfois, il y a des rejets. C'est très complexe tout ça. Il y a des rejets. On fait un zèle pour tout de suite recommencer, puisque tout ça est informatisé. Voilà le combat que nous menons au quotidien. Donc, je ne sais pas quel jour le collègue a rencontré ces entrepreneurs, mais une information qui était vraie hier devient fausse ce matin, le lendemain, parce qu'entre-temps, le processus que je viens de décrire a été mis en route et les entreprises ont été payées. Des informations précises ont été demandées ce matin. Le collègue Laventure m'avait sollicité pour répondre, j'ai préféré attendre que je vienne à la tribune pour le faire. Parmi les chantiers prioritaires, j'ai dit qu'il y avait le lycée Schellcher. À la date d'aujourd'hui, précisément, les remontées de dépenses déposées au FEDER. Comme c'est nous les maîtres d'ouvrage, ça veut dire que ça a été facturé, mandaté et payé. Puisque les remontées de dépenses se font sur une liasse qui est signée par l'ordonnateur de la CTM, contresignée par notre payeur territorial et transmis à la DFE. Eh bien, les chiffres que j'ai eus ce matin, au total, sur la partie éligible, 36 312 123,54 €, des sommes pour le lycée Schellcher payées. Pour le lycée, l'hébergement de la cité La Gosilière, avec ses aménagements. Je rappelle, c'est un chantier important. Nous avions présenté un plan ici de 15 millions. C'était la partie, le bâti.
Nous avons demandé au service de chiffrer le reste, la partie mobilière, puisqu'il y a des équipements qu'on mettra à l'intérieur, dont nous avons passé commande pour que ce soit livré. Donc il y avait donc au total 15 millions auxquels il faut ajouter pour les équipements 1 45 000. C'est le total. Eh bien, au moment où nous parlons, des chiffres qui datent de ce matin, les dépenses éligibles, les remontées de dépenses se totalisent à 13 602 783 euros qui ont été payés. Donc je veux dire, parce que moi aussi je rencontre les entreprises, je ne les rencontre pas individuellement, je ne veux pas les développer ici pourquoi, mais mes collaborateurs les rencontrent et me font remonter les informations. Tu vois le mécanisme que j'ai indiqué. Il y a effectivement une entreprise qui a eu à recruter du personnel plus que ce qu'il avait d'habitude, parce que c'était le hasard a fait que dans l'accord cadre sur la zone nord-atlantique, c'est une petite entreprise martiniquaise qui a pris l'affaire, il ne s'attendait pas à avoir un marché aussi important. Donc il a eu à recruter. Il a triplé son effectif pour pouvoir faire face. Nous avons eu des informations qui avaient beaucoup de factures, plus que d'habitude, qui arrivaient, et ça lui était compliqué d'attendre le paiement. Nous avons fait des interventions. Eh bien, voilà le résultat. Des entreprises ont été payées. Il y a eu quelques petits mandats de rejet. Évidemment, j'espère qu'ils seront repris rapidement. Mais ça, nous avons ça à cœur, c'est un point d'honneur pour nous. Alors, c'est vrai, nous n'arrivons pas encore à aller aux 30 jours. Alors, j'ai appris qu'il y a des entreprises qui disent « je retire mon personnel ». Ça s'est passé au lycée de Châteauboeuf et ça va se passer à partir de la semaine prochaine à Front-Saint-Jacques. On est tout près de la fin. Mais nous avons déjà fait le point avec les services, je pense le contrôle du DGA, pour faire le recensement de toutes les factures. Il y a une série de petites factures qu'il faut payer. Et j'espère que ça va être vite payé. Pour encore toute la transparence, nous avons trouvé des situations dont nous avons hérité. Vous savez que le principe est le suivant. Lorsqu'on fait un chantier, le payeur fait des retenues de garantie. La facture totale est prélevée sur le compte de la collectivité. Une retenue de garantie est mise sur un compte bloqué par le payeur. Mais c'est déjà sorti de notre trésorerie. Et c'est mis sur un compte bloqué. Et cette retenue de garantie est libérée lorsque, au terme de la période de garantie, ce qu'on appelle la GPA, ce qu'ils appellent la GPA, la garantie de parfait achèvement. Au terme de cette période, il y a un document que le maître d'œuvre doit établir, il s'appelle le DGD, le décompte général définitif. Nous avons énormément de difficultés pour obtenir cela pour des chantiers très anciens que nous avons hérités, soit du Conseil général, soit du Conseil régional, puisque la période de garantie, c'est au bout d'un certain temps. Nos services trouvent beaucoup de difficultés pour les monter. Parfois, les maîtres d'œuvre sont partis de la nature. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais sur lequel nous insistons beaucoup, pour que ces retenues de garantie soient libérées par le payeur. Mais ce payeur, et je ne vais pas le lui reprocher, j'ai vu que c'est un agent très rigoureux, il demande à virgule point que tout soit impeccable, eh bien, nous n'avons qu'un seul choix, lui fournir tous les documents, tous les renseignements qu'il demande pour le donner. Donc voilà la transparence que je peux donner, et je peux vous garantir que ça ne me fait pas plaisir lorsque je rencontre des entreprises qui disent qu'ils attendent. Mes collègues, je suis membre de 3 collectivités. La CTM, la CACEM et la ville du Lamentin, eh bien, je regarde tout le monde droit dans les yeux, la CTM n'a pas à rougir sur les délais de paiement. Ce n'est pas le moins performant des 3. Vérifiez dans les comptes administratifs de chacune de ces collectivités. Voilà ce que je voulais dire. Mais on a encore des efforts à faire, je le concède. Merci, Président. Suite à l'intervention du Conseil exécutif Marie-Sainte,
Je savais que mes propos... Non, Je excusez-moi, savais Président. que mes propos... Président, attendez. Vous n'avez pas encore donné la parole, Président? Non, le président m'a donné la parole. Non, mais je n'ai pas fini mon intervention. Il m'a donné la parole. Le directeur m'a rappelé que je n'ai pas répondu pour Fouch. Je peux terminer ma réponse? Merci. Alors, pourquoi il y a des frais de gardiennage à Fouch? D'abord parce que la position que nous avons prise... Alors, Fouch, c'est l'ancienne maternité de Redoute. La position qui a été décidée, c'est que tous nos biens sont protégés parce qu'il y a du vandalisme. Alors, il y a donc du gardiennage. Le bâtiment, l'ex-maternité, appartient à la CTM puisque c'est un héritage du Conseil général. Des travaux ont été commencés pour y mettre un lycée de transit. En 2016, nous avons mis en place une autre stratégie. Et puis, le président, constatant que les services de la CTM étaient mal logés, nous sommes obligés de louer des immeubles ici ou là pour les loger, a préconisé d'améliorer les conditions de travail de nos agents. Et nous avons donc fait approuver un plan d'aménagement de cet immeuble. Et au moment où nous parlons, il y a des travaux qui se font dans cet immeuble pour regrouper là tous les techniciens et les ingénieurs de la CTM qui sont à la DGAIE, la Direction Générale Adjointe, Infrastructure et Équipement, dont le responsable est derrière moi là, c'est lui qui me donne les éléments. Donc les travaux sont en cours. Les travaux, évidemment, je n'aime pas prendre trop d'engagement de délai, je ne prends jamais. Ce n'est pas moi qui ai dit que la rentrée va se faire à cette Marie à telle date ou telle date. Pour faire 15 millions de travaux, il y a un temps. Je suis un professionnel, je sais qu'il y a un temps pour faire des travaux. Mais en tout cas, pour terminer sur les Fouch, nous avons mis là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entreprises martiniquaises sont en train d'y travailler pour faire les aménagements intérieurs. C'est pourquoi vous ne voyez rien à l'extérieur. Et les travaux ont été évalués à 5,5 millions, qui viennent s'ajouter aux 35 millions qui avaient été dépensés là par nos prédécesseurs pour conforter l'immeuble. Voilà. Mon directeur me dit c'est 6 mois de travaux. Moi, je dis je vais constater quand le travail sera fini. Voilà, j'ai porté la réponse à ça. Merci. Madame la Présidente, je souhaite intervenir. Oui, collègue Ordino. Après la mise en cause très personnelle du Conseil exécutif, mais je ne pensais pas que mes propos l'auraient atteint à ce point. Et chacun, dans l'opinion, sera libre de juger. Mais je ne pensais pas que j'avais touché un point aussi sensible concernant l'activité de paiement et de mandatement de la collectivité territoriale de Martinique. Je ne pensais pas que j'avais touché un point aussi sensible en donnant connaissance d'un document public, c'est-à-dire d'une note au Conseil exécutif signé par le président du Conseil exécutif, qui est un document public. Et à l'heure des données ouvertes, oui, c'est un document public qui doit être versé dans les archives. Ça doit être versé dans les archives de la CTM. C'est là qui sont consultables par tout un chacun. Donc, je suis un peu surpris de voir comment il réagit, mais au point de me traiter de malhonnête faisant pression sur un cadre de la collectivité. Mais heureusement, les propos sont enregistrés. Je le mets publiquement au défi d'apporter la moindre preuve de cela. Par contre, ce que je vais lui dire, puisqu'il a voulu rentrer dans une forme de pression sur le professionnel que je suis, et ça, je reconnais bien là ces méthodes très traditionnelles que les entrepreneurs martiniquais connaissent aussi. Coutumier de la pression sur les petites entreprises de préférence, mais pour verser 2 millions d'euros d'intérêts aux groupes français tels Vinci et aux banques françaises. Oui, 2 millions d'intérêts versés. Quand il s'agit de verser des pénalités aux grands groupes français, je vois qu'il est très prompt à accepter de payer. Quand il s'agit d'entreprises martiniquaises, je vois qu'il est toujours plus réticent. Lorsqu'il s'agit de répondre au courrier des entreprises martiniquaises, je vois qu'il prend tout son temps, comme pour celui que mon entreprise a adressé il y a plus de 2 mois à la collectivité, mais qu'il répond très vite aux grands groupes européens qui viennent ici et qui le mettent assis là pour qu'il paie les pénalités. Eh bien voilà ce que je suis venu dire publiquement, parce que c'est mon rôle de le dire. Et je lui dis
C'est ça le combat politique et la conscience politique. C'est résister aux pressions qu'on pourrait faire sur vous-même, sur votre entreprise, pour dire voilà ce qui est la justice. Et dire l'injustice, c'est d'aller payer à Vinci et aux grands groupes, aux banques, des intérêts et des pénalités, et de laisser les petites entreprises martiniquaises dans la difficulté. Et chaque entrepreneur martiniquais aura noté ce qu'il a dit, je l'espère. Et j'espère qu'il viendra dans un débat public avec ces entreprises martiniquaises pour écouter leurs doléances. Il parle, voilà, il nous montre sa véritable nature. Aujourd'hui, donc le conseiller exécutif. Lui, il tue les entreprises martiniquaises et favorise les grands groupes étrangers. Voilà ce qu'il est. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Alors, monsieur Lucien Anné, Manuela, Clem-Bertolo. Lucien Anné. On a nommé Vinci à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Vinci a été nommé. Je signale que pour terminer les travaux du TCSP, nous n'étions pas aux affaires. Et ce n'est pas la collectivité territoriale de Martinique qui a demandé à Vinci de venir faire la dernière tranche de travaux ici. Et ce n'est pas nous qui avons contracté avec Vinci autant de millions d'euros et que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire. Collègue Clem Bertolo. Oui, en fait, le collègue Anné a déjà plus ou moins dit ce que j'avais envie de dire, mais c'est effectivement, on se rend compte qu'un coup on souffle chaud, un coup on souffle froid. C'est-à-dire qu'on est dans une déconstruction et dans une désinformation de la population martiniquaise qui, en fait, ne nous sert pas du tout et qui donne une très, très mauvaise image de ce que nous, élus, nous voulons porter auprès de la population. Une très mauvaise image des élus. Tout ce que je souhaiterais, c'est que l'on retienne que les travaux qui sont réalisés sont d'une extrême importance pour la population martiniquaise. C'est ce qu'il faudra retenir. Et très loin de ces débats, me semble-t-il, futiles et polémiques, il faut retenir que ici, à l'Assemblée de Martinique, il y a des élus qui veulent travailler pour la population. Merci. Merci, collègue Clem Bertolo. Collègue Duverger. Je n'avais pas, mais n'ai pas jusqu'à présent l'intention d'intervenir tout en demandant la parole. Lorsque le conseiller exécutif a présenté le rapport qui n'est pas voté, il y a eu une intervention de collègues. Après, il s'est senti un peu interpellé. Il a répondu. Et nous semblons prendre la parole après. Donc, je ne prends pas la parole après l'exécutif, après le rapporteur. Mais si je ne prends pas, je ne vois pas pourquoi donner. Non, mais il n'y a pas de vote. Et non, il n'y avait pas de vote, c'était qu'on prenait acte. Donc, je pense que là, on peut continuer le débat puisqu'il n'y a pas de vote véritablement sur ce rapport. Ce que je veux dire, c'est terminer comme cela. Les efforts que nous faisons, quelqu'un l'a dit ce matin, c'est pour faire avancer les dossiers, la Martinique et tout. Mais depuis cet après-midi, on fonctionne sans quorum. Et s'il faut partir dans des trucs qui sont des propos mensongers, quoi, je vais chercher un rapport où quelqu'un a dit un jour, « mais pas qu'à payer ça ». Les intérêts sont venus là. Donc, dans la réalité, si c'est cela, ça n'a pas de sens. Le jour où on veut, on fait un débat, papier en main, texte en main, procès-verbal en main, sur cela. Mais c'est difficile de venir au dernier moment, de dire un truc, on ne peut pas répondre et tout ça, plus il y a deux motions. Voilà ce que je veux dire. Merci. Collègue Branchi. Et après, nous allons, si vous êtes bien, prendre acte. Oui, je voudrais dire la chose suivante. Collègue Branchi, vas-y. Je peux parler, monsieur Duverger?
la présidente m'a donné la parole. Collègue Branchi, vas-y, s'il te plaît, pour qu'on puisse avancer, pour que nous puissions prendre acte que ce rapport, qu'il y a eu un Je le compte rendu. je ne serai pas long, même si mes propos de vérité peuvent déranger certains. Et ma répondre. Collègue Branchi. Alors, Faites Madame ton la Présidente, intervention. je te remercie de calmer le jeu. Non, je voudrais d'abord dire qu'il y ait une situation de trésorerie tendue et difficile. Cela a été confirmé par les propos du collègue Marie-Sainte, et il a très clairement exposé les mesures de sage gestion prises par le président du Conseil exécutif, qui établit des priorités et des modalités qui permettent, notamment en donnant la priorité aux fonds européens, de nous procurer la trésorerie pour payer les entreprises. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'en tant que membre de la commission d'appel d'offres, je ne peux pas laisser insinuer qu'il y aurait, dans le choix des entreprises, on a cité Colas, on a cité Vinci, qu'il y aurait des passe-droits. Cette commission applique les règlements de chaque marché public, elle examine les propositions en fonction de critères techniques et de prix. Elle se fait assister parfois par des assistances à maîtrise d'œuvre ou par ses services, et de manière souveraine, elle établit le choix des entreprises qui sont éligibles à ces marchés. Par conséquent, ce sont des pressions qui sont inadmissibles. Et je ne peux pas empêcher de penser à mon ancienne vie. Si des élus, par hasard, se laissaient intimider par ces pressions, ils n'ont qu'à se tourner vers une commune du Sud où précisément cela a été sanctionné. Voilà. Merci, collègue. Donc, je vais vous demander, chers collègues, de prendre acte que nous avons bien eu la présentation du compte-rendu de l'exercice de délégation du président du Conseil exécutif en matière de marché public et d'accord cadre. Donc, nous sommes tous d'accord et nous prenons donc acte. Je pense qu'il y a eu un débat aussi très riche et très démocratique. Donc, je vais appeler le conseiller exécutif, Louis Boutrin, pour qu'il nous présente ces dossiers. Merci. Alors, nous allons présenter le dossier 56. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit du rapport 56 sur la passation d'une convention entre le service hydrographique et océanographique de la marine et la CTM pour à la fois la collecte, la gestion et la diffusion des observations au niveau de la mer. Comme vous le savez, l'ancien Conseil général avait effectivement mis en place un certain nombre de dispositions d'observation au niveau de la mer avec des données marégraphiques qui sont collectées dans la zone sous direction et sous l'autorité de la juridiction nationale, à la fois en haute mer et sur nos côtes. Cela fait l'objet d'une convention avec le service hydrographique et océanographique de la marine, et c'est cette convention que nous vous demandons de renouveler. Et pour cela, l'Assemblée de Martinique doit donner au président du Conseil exécutif mandat pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application et à la mise en œuvre de cette décision et des différentes
propositions qui sont à l'intérieur de la Convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur le renouvellement de cette Convention. Merci. Alors, avis de la Commission développement durable. Il n'y a personne. Alors, politique de la mer, avis de la Commission politique de la mer. Oui, Présidente, la Commission réunie en séance le lundi 23 septembre a donné un avis favorable à cette passation d'une convention entre le service hydrographique et océanique de la marine et la CTM. La Commission finance. Elle a émis un avis favorable. Merci. Nous passons au prochain dossier. Il faudrait peut-être voter. Ah, effectivement. Alors, nous allons passer donc au vote. Qui s'abstient? Contre? Voter à la majorité. À l'unanimité. À l'unanimité. À l'unanimité, effectivement. Allons-y, Président. Numéro 57. Bien. Collègues, nous passons au numéro 57. Alors, il s'agit du plan de modernisation de la flotte de pêche Président, juste un martiniquaise. point d'ordre. Oui. C'est un. On vient de voter pour nous donner le décompte pour savoir combien de conseillers se sont exprimés, puisque c'était à l'unanimité. Comment? Combien de conseillers se sont exprimés à l'occasion du précédent vote? Parce que ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas... Le quorum n'est pas réuni. On ne parle pas de procuration quand on parle de quorum. Les collègues qui sont dans les couloirs, là, je viens de sortir, Président. Oui. Comment? Je veux bien qu'on les appelle, mais... Si vous estimez que il n'y a plus de quorum, moi je vous convoque lundi. Moi je crois que, collègues, soyons sérieux. Essayons de faire revenir les collègues qui sont dans les couloirs, parce qu'il ne nous reste que, combien? 3 questions, franchement. 3 questions, faire revenir, faire reconvoquer lundi pour 3 questions, je trouve que si c'est une démarche volontaire, moi je trouve ça pas correct du tout. Non, il y a des... Attendez, il y a quand même une question. Il y a une question urgente qui est la question 63. Oui. Hein? Actuellement, on a remis les clés de Bon, l'observatoire. ça concerne l'observatoire. Et l'observatoire je ne tiens peut pas à dire arrêter que ce ses- matin, on a accepté de faire passer cette question en procédure d'urgence. Ça concerne l'observatoire volcanologique. Et sismologique, qui ne peut Comment? pas arrêter ses missions. Comment? Bon, ben il faut... Monsieur Priam... Oui, en salle en ce moment. On est 21. 21, donc il manque combien? Bon. C'est ça? Ouais. Bon, ben, c'est le Bien. Alors, collègues, je suis obligé de suspendre. Je convoque, je vous dis, je convoque à 9 heures, et comme les textes prévoient que quel que soit le nombre d'élus, on peut délibérer. Donc, le tout, c'est que, collègue Boutrin, que tu sois là, je serai là à 9 heures. À 9 heures, quel que soit le nombre d'élus, la question sera réglée et on terminera comme ça. La séance est levée.
Donc lundi, Président, pardon, la Président. séance est suspendue, excusez-moi, Président. et elle reprend lundi à 9h précise. Président, juste avant que tu ne lèves Oui. la séance, si tu permets 30 secondes d'une intervention. Oui. Je crois qu'il faut que nous soyons sérieux et responsables dans cet hémicycle vis-à-vis du peuple martiniquais qui nous observe. Et je crois qu'ici, même si nous sommes dans une démocratie, il y a un règlement. Et tu as à charge, Président, le respect, la police de ce règlement. Je crois que nous devons tous revenir à ce règlement qui impose un temps de parole aux collègues. Parce que je constate une chose, c'est que les collègues qui se livrent à des diarrhées verbales pendant toute la journée, ce sont ces collègues-là qui se lèvent et qui partent. Donc il faut respecter ceux qui sont là depuis ce matin, 8 heures, et qui sont là encore à faire leur quorum. Qu'il y ait un peu de respect dans cet hémicycle. Parce que nous ne sommes pas les serpilleurs des autres, nous venons ici pour travailler à partir d'un mandat qui nous a été donné. Donc je souhaite, Président, et je te fais confiance là-dessus, de par ta sagesse, ton expérience et ton savoir-faire, que ce règlement qui soit appliqué et qu'il y ait un temps de parole qui soit imposé à chacun de nous. Et une fois ce temps de parole épuisé, nous passons aux autres points. C'est inadmissible ce qui arrive ce soir. Alors, collègues, je tiens à vous dire que ça fait des mois que je demande quelque chose de très simple et que je le demande sur le budget de l'Assemblée. Je demande ça sur le budget de l'Assemblée, 2 prompteurs. Tu comprends? Pour s'en sortir, parce que c'est bien joli, lorsque j'essaie d'interrompre un collègue, même quand nous sommes dans les débats budgétaires, les gens contestent. Toujours, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui estime que non, c'est pas ça. C'est M. Priam. Je suis obligé de demander à M. Priam de décompter le temps de l'opposition, le temps de la majorité. Donc, il faut faire confiance à ce qu'il me dit, à ce que je vous dis. Oh, il y a toujours des contestations sur le nombre de minutes, etc. Par conséquent, je redis, moi je veux bien, mais pour aller dans ton sens, vous comprenez, pour que je sois à l'aise, on met un prompteur sur ce mur-là, un sur le mur d'à côté. Comment? Ils sont là où ça? Mais là, les deux, là, ils sont là, les deux. Ah. Bon. Dit les deux. Oui. J'ai dit que c'était réglé. C'est réglé. Ah ben, mais oui, mais enfin, je ne les avais même pas vus depuis le temps. Bon, oui, mais attendez. Donc, pour répondre à votre question, on mettra un temps limite en nombre d'interventions pour une même personne et en temps, même en dehors des séquences budgétaires. On avait réservé ça aux séquences budgétaires. Comme ça, le problème sera réglé. Parce qu'effectivement, je peux vous dire que c'est, d'ailleurs pour moi-même qui préside, c'est épuisant, parce qu'il y a des collègues, effectivement, qui interviennent, qui reprennent 36 fois la même chose, et c'est très facile d'aller, venir, de partir quand on veut, et puis il y a des gens qui sont là depuis 9 heures ce matin, et il y en a même qui sont arrivés avant, mais il y en a qui sont là, et moi en général je suis là depuis le début, et je dois rester jusqu'à la fin, et par conséquent c'est absolument intolérable. Et donc je n'avais pas vu qu'on avait installé les 2 prompteurs, vous voyez, puisqu'on n'en a pas parlé ce matin, on était pris par autre chose. Bon, et par conséquent, eh bien, on va les utiliser, comme ça chacun verra le décompte de temps de parole, il n'y aura pas de contestation possible, hein, mais vous savez ce que je serai obligé de faire, c'est-à-dire qu'on sera obligé de couper aussi. Ben voilà, Président, ben oui, Président, parce que c'est comme ça. Voilà. Président, on aura Voilà à terminé. quoi on aboutit. Président, on aura terminé, c'est vrai, parce que même le prompteur n'empêchera pas que selon les humeurs, certains se lèvent et s'en aillent. Je ne sais pas comment ça va se faire, ça reste encore dans les mentalités et dans la manière que chacun respecte les autres. Moi, je pense que, normalement, on ne doit pas faire de la politique avec des humeurs, parce qu'on n'est pas content, parce que les réponses qui sont données ne satisfont pas certaines personnes, on se lève et on s'en va. Ça, c'est se moquer, non pas seulement de nous, les collègues qui sont là depuis un moment, tu l'as dit, mais c'est se moquer aussi des Martiniquais. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser à des escarmouches qui plaisent à nos humeurs ou pas. Je pense que la politique se fait avec le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, je crois que la Martinique devra tirer des leçons de cette situation-là et voir avec
quelle politique on a à faire. Parce que même les collègues de leur bord politique, je trouve quand même que ce n'est pas sérieux de leur faire ça, parce qu'ils n'ont pas choisi de partir. Donc là, ils sont là, et ils sont obligés de partir en même temps que nous, tout simplement, parce que certains ont choisi de faire en sorte qu'on n'ait pas le... Je pense qu'il fallait éviter ça. C'est justement ce qu'il fallait éviter, Président. Non, j'ai déjà... Président. Pardon? C'est ce qu'il fallait éviter, parce qu'on n'est pas là pour stigmatiser un tel ou un tel. Je suis désolé, même si les 3 personnes qui sont parties étaient restées, nous n'avons pas le quorum. Donc la question du quorum n'est pas plus une question d'opposition, me semble-t-il. Donc il ne faut surtout pas rentrer dans ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Donc je pense que nous avons, et je souscris pleinement à la proposition qui est faite, limitons le temps de parole et le nombre d'interventions par conseiller, Président, et je pense que les débats changeront de nature. Ils changeront de nature. Mais ne pointons pas un tel ou un tel, nous ne sommes pas responsables du quorum. Daniel, Président, Daniel, je il suis ne doit là. pas avoir de traitement particulier pour les Non, vice-présidents. je vous signale que la séance est déjà suspendue. Donc vous discutez entre vous là. Je ne préside plus la séance. La séance est suspendue. Hein?